Johan Charbonnier de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est responsable de projet à la délégation territoriale Aquitaine, va nous présenter donc ce projet qui Cap Vitiquero, ça veut dire capacité d'accueil des paysages viticoles pour les chiroptères auxiliaires. Et vous avez développé ça en collaboration avec tout un tas de partenaires techniques, l'INRAE, avec l'UMR SAV, hein, dont plusieurs représentants sont montés sur scène depuis ce matin, le bureau d'études Heliomis, qui est spécialiste des chauves-souris, et puis des partenaires financiers, le CIVB, le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, et puis le département de la Gironde. Première question, Johan, pourquoi s'intéresser à la chauve-souris en vigne? Ouais, c'est une très bonne question, d'autant plus quand, comme moi, on travaille pour une association de protection de la nature qui s'appelle la LPO. C'est vrai qu'on n'a pas idée tout de suite de se dire... sauf erreur, ça vole, mais c'est pas un oiseau. Alors, mais alors à la LPO, on travaille plus que sur les oiseaux. On travaille à peu près sur tout ce qui vole sauf les avions, c'est-à-dire les chauves-souris, les oiseaux, les libellules, les papillons, bref, tous les comportements de la biodiversité. Et si on a été amené à s'intéresser à ce qui se passait dans la vigne, c'est pour plusieurs raisons. La première, elle est en haut à gauche pour vous, à droite pour moi. Sur cette carte de la Gironde, vous avez en vert représenté l'emprise de la vigne à l'échelle départementale, et on se rend compte que presque la moitié du territoire, finalement, est couvert de vignobles. Et parallèlement à ça, et ça vous aura pas échappé, surtout si vous êtes dans la région bordelaise, la profession viticole fait face à une pression médiatique, sociale, environnementale, sanitaire, de réduire drastiquement l'usage de ces produits phytosanitaires. Et parmi les alternatives à ces produits phytosanitaires sont souvent évoquées la régulation par les ennemis naturels, par des auxiliaires de culture qui viendraient ravager, enfin qui viendraient se nourrir des ravageurs et limiter leur population. Et de plus en plus, souvent, on a entendu parler des chauves-souris comme étant ces fameux auxiliaires, alors que finalement, on n'avait pas vraiment de preuves scientifiques de ça, on avait dû dire d'experts, mais on restait complètement ignorant à l'image du titre de cette excellente bande dessinée dont je vous recommande la lecture si c'est pas déjà fait, voire petite idée cadeau sous le sapin pour Noël si vous le souhaitez. On était complètement ignorant de savoir ce qui se passait en termes de chauves-souris dans les vignes girondines. On n'était pas capable de vous dire quelles espèces étaient présentes, ni même si certaines chauves-souris allaient s'aventurer dans le vignoble girondin. Donc, avant de porter la chauve-souris comme un auxiliaire possible, il convenait de vérifier que les chauves-souris étaient bel et bien des prédatrices, et donc de ces ravageurs de la vigne, nommés Eudémis et Cochilis, qui sont des petits papillons de nuit, et que tout laissait à penser qu'ils étaient en mesure de rentrer dans le régime alimentaire de ces chauves-souris. Donc, pour vérifier cette hypothèse clé de voûte du rôle d'auxiliaire, on a étudié le régime alimentaire des chauves-souris. Alors, c'est facile à dire comme ça sur le papier, c'est un tout petit peu plus complexe à faire, et on ne peut pas le faire dans sa cuisine. C'est pour ça qu'on s'est associé aux collègues de l'UMR-SAV pour étudier et développer des marqueurs moléculaires qui sont des espèces de détecteurs d'ADN et qui vont aller rechercher des traces de présence dans les crottes de chauves-souris, des traces de présence des ravageurs. On a bien fait de positionner cette intervention juste avant le déjeuner. Exactement, et bon appétit. Et grâce au travail cumulé donc des chercheurs de l'UMR-SAV et le travail sur le terrain pour collecter les crottes, on s'est rendu compte que plus de 10 espèces de chauves-souris dans les vignes girondines consommaient bel et bien des vers de grappe qui sont ces fameux papillons ravageurs. Donc on a déterminé que les chauves-souris sont bien des auxiliaires et que le service rendu aussi dépend de leur activité? Alors ça, on ne l'avait pas déterminé. En gros, ce qu'on arrive à cette première conclusion en première phase d'étude, c'est que oui, les chauves-souris mangent les ravageurs. Deuxième question qui vient immédiatement derrière, c'est effectivement, est-ce que ces chauves-souris en mangent assez pour que le service soit suffisamment important pour réduire les dégâts et permettre aux viticulteurs de faire des économies ou des gains de productivité? Pour répondre à cette question-là, on a équipé plusieurs dizaines de parcelles de vignes de détecteurs à ultrasons. Donc ces détecteurs à ultrasons, c'est ces petites boîtes vertes reliées à un micro qui est sensible aux ultrasons. Et chaque fois qu'une chauve-souris qui va passer au-dessus émet des ultrasons pour se déplacer ou pour chasser, va être enregistrée dans le boîtier. Et ce qu'on s'est aperçu, en comparant l'activité des chauves-souris en période de présence des ravageurs versus la période où les ravageurs n'étaient pas présents dans la vigne, c'est que les chauves-souris augmentaient par 3 leur activité de chasse. Donc non seulement elles en mangent, mais quand le ravageur est présent, elles accentuent leur activité de chasse dans les vignes. Et ça a pour conséquence que, en suivant non seulement les chauves-souris dans des parcelles, mais en suivant aussi la dynamique du ravageur, on s'aperçoit que grâce à l'activité des chauves-souris, les dégâts sont diminués en moyenne dans notre étude en Gironde de 14%. Alors c'est bien évidemment une moyenne, c'est-à-dire que les parcelles où l'activité des chauves-souris était plus faible, la diminution des dégâts était moindre. À l'inverse, dans les parcelles où les chauves-souris étaient très actives, on avait un plus grand service rendu.
Et donc, tout le défi pour nous était maintenant de se dire comment on fait pour accroître ce service rendu par les chauves-souris, et donc comment on fait pour accroître l'activité des chauves-souris dans les parcelles de vignes. Pour répondre à cette question-là, en fait, il faut dénouer pas mal de trucs qui sont complexes. Les besoins des chauves-souris à l'échelle locale, à l'échelle du paysage, dans le temps, dans l'espace. Et donc, en gros, essayer de comprendre comment, à l'échelle du paysage, à l'échelle de la parcelle, les chauves-souris vont trouver l'ensemble de leurs ressources nécessaires pour être le plus actifs possible dans les rangs de vignes au moment où les ravageurs sont présents. C'est ce qui a donné la naissance à ce nouveau projet CapVitiKirox, financé notamment par la région LCIVB, où, en gros, on s'est attaché à essayer de trouver les réponses à cette question-là grâce à deux protocoles un peu différents. Un protocole très rigoureux, strict, très scientifique, j'ai envie de dire, qui a été mis en place du coup par les experts professionnels du projet, et puis un protocole en parallèle pour répondre à d'autres questions plus dynamiques. Et c'est sur celui-là qu'on va zoomer ensemble. Exactement, qui s'appuie sur la force du collectif, et notamment via les sciences participatives qu'on a beaucoup évoquées déjà ce matin, mais qui sont effectivement une vraie ressource d'informations disponibles et qui en plus a plusieurs vertus, et on le verra. Donc dans ce cadre-là, on a créé et animé un nouveau dispositif participatif autour des chauves-souris avec l'idée d'impliquer les professionnels pour que ce soit eux-mêmes viticulteurs qui aillent à la rencontre et qui aillent échantillonner les chauves-souris sur leur parcelle, sur leur propriété, pourquoi pas aller voir ce qui se passe un peu chez le voisin, parce que la curiosité n'est pas forcément toujours un vilain défaut. Et pour leur permettre tout ça, ça a demandé un peu des phases d'animation, avec quelques soirées d'initiation à ce que c'est qu'une chauve-souris, et de savoir qu'il n'y a pas une chauve-souris, mais qu'il y a plusieurs espèces de chauves-souris, de savoir que ces chauves-souris, elles sont en diminution et qu'elles sont parfois utiles dans le cadre de ces activités professionnelles de viticulteur. Ouais, j'allais venir parce qu'on a plutôt une image assez négative, a priori, de la chauve-souris. Alors peut-être pas les viticulteurs, on en parlera dans un instant avec Miguel, mais est-ce qu'il y avait aussi un enjeu à redorer le blason de la chauve-souris dans le cadre de ces soirées d'animation? Oui, alors ça c'est une mission permanente, j'ai envie de dire, de redorer le blason des chauves-souris. En sachant que là, c'est sur du volontariat. Donc, on peut imaginer aussi que les viticulteurs qui se sont portés volontaires avaient pas une grosse crainte des chauves-souris, ou en avaient très peur et venaient soigner leur phobie, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas eu de crise d'hystérie au moment de ces soirées-là. Donc, a priori, tout le monde était quand même à peu près serein sur la question des chauves-souris. Et puis, au-delà de savoir ce que c'est une chauve-souris, de ses besoins écologiques, il y avait aussi des petits temps de formation pour la prise en main de l'outil, qui est certes pas très compliqué, mais néanmoins, c'était bien d'avoir vu tous ensemble comment ça fonctionnait, de façon à ce que le viticulteur, quand il va se retrouver, ou la viticultrice, parce que on a eu presque plus de viticultrices que de viticulteurs impliqués dans le projet, qu'au moment où on se retrouve de nuit avec sa tablette dans ses vignes, de ne pas être complètement pris au dépourvu et de savoir un peu comment fonctionnait l'outil. Ouais, justement, sauf erreur où j'ai eu peut-être un blanc, un mini AVC, l'outil en question, est-ce qu'on peut peut-être le décrire un peu plus précisément? Ouais, eh ben, je vais essayer de soigner ton AVC du coup. C'est la diapo suivante, et c'est là où on s'est appuyé du coup sur l'outil numérique, et que pour nous, le développement de ces outils numériques nous a offert la possibilité de monter ce programme participatif qui n'aurait pas pu avoir lieu il y a encore 5 ans, avant l'avènement de ces tout petits micros rouges là qui se branchent sur une tablette, qui sont sensibles aux ultrasons. Et avec ce micro a été conçue une appli dédiée, alors c'est pas nous, hein, c'est le fabricant de micros qui l'a fait, et qui rend les choses très pédagogiques. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, chaque fois qu'une chauve-souris va passer au-dessus de vous, comme vous avez la tablette, le son de la chauve-souris qui est inaudible va être retranscrit en un son audible. Donc non seulement vous allez entendre la chauve-souris, ce son va être enregistré, comme ça il permettra une analyse ultérieure pour s'assurer de quelle espèce était présente, mais de façon automatique, la tablette via un algorithme vous propose une identification de la chauve-souris. Donc non seulement vous avez le son, mais vous avez aussi l'image, où vous avez par exemple ici une pipistrelle de sa vie qui vous a survolé et la tablette vous propose une identification automatique. Et l'outil est tellement simple que vous avez ici mes petits-neveux et nièces, Augustine et Faustin, respectivement 4 ans et 6 ans. Une fois qu'ils ont compris que quand ils entendaient bip 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 et que c'était écrit pipistrelle de cul, c'est qu'il y avait une chauve-souris au-dessus d'eux qui ne la voyaient pas mais qu'elle était là, ils ont fait courir un marathon dans tout le village, et je peux vous dire que je sais parfaitement maintenant, dans le petit village de Vert en Dordogne, où sont situées toutes les chauves-souris du coin. Blague à part, ce dispositif mis à disposition des viticulteurs, c'est la possibilité pour eux d'aller voir chez eux où sont les points chauds d'activité des chauves-souris. Et puis, je leur disais aussi un peu avec humour, je vous donne là la possibilité de voir si les écolos que nous sommes, qui vous rabattent les oreilles depuis des années qu'il faut planter des haies parce que c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour les chauves-souris, et ben là, prenez les tablettes et allez voir si on est des menteurs ou s'il y avait quand même un petit fond de vérité depuis toutes ces années où on vous dit que les haies sont importantes. Là aussi, ça permet d'objectiver
la question de la biodiversité et de la relation entre le monde écolo et le monde agricole qu'on cherche parfois aussi à Oui. mettre l'un contre l'autre. Alors oui, alors dans ce programme-là, pas du tout. Hein. L'idée, c'est vraiment plutôt de Justement, co-construire. ouais, justement. Et puis, c'est aussi l'occasion de prendre en compte et de se rendre compte que nos pratiques, nos aménagements ont des impacts directs et que c'est pas que de la théorie issue de Oui, ce publications n'est pas qu'un scientifiques. potentiel, Non, c'est aussi un c'est- impact concret qu'on peut Exactement. mesurer chez soi Et directement. c'est pas que chez les voisins où ça se passe pas à l'autre bout de la terre avec la disparition des éléphants. Une fois que les viticulteurs ont fait leur promenade nocturne, bon, ils ont le droit d'aller se coucher et de nous envoyer le lendemain gentiment les fichiers de leur soirée via, encore une fois, un outil numérique qui s'appelle Internet et que vous connaissez aussi bien que moi. Les fichiers envoyés permettent du coup un premier niveau d'analyse qui est un niveau d'analyse individuel. En gros, on s'est engagé à ce que chaque participant ait une restitution individuelle de son engagement à travers un petit bilan de combien de temps il a passé dehors, quelle distance il a parcouru, combien de contacts de chauve-souris il a enregistré, combien d'espèces, et est-ce que les espèces qu'il a contactées étaient plutôt rares ou plutôt fréquentes. Et puis, on sait que c'est important, des petits éléments de comparaison pour savoir si on en a plus ou moins que le voisin. Premier élément de bilan. Deuxième élément de bilan, et peut-être, mais Miguel nous le confirmera peut-être après, celui qui est le plus, à mon avis, le plus utilisé ou le plus regardé par le viticulteur, c'est cette petite cartographie qui reprend en orange sa déambulation, donc vous avez son itinéraire. Donc vous avez vu que là, il est passé et dans les vignes, mais aussi le long des haies, le long des bâtiments, près des mares. Et pour chaque contact de chauve-souris, vous avez un point, et pour chaque espèce de chauve-souris, vous avez une couleur différente pour ce point. Ce qui fait que, à l'issue de sa soirée, il a un premier ressenti terrain, et puis à froid, avec des données vérifiées, parce que parfois les algorithmes d'identification automatique sont pas toujours bons, vous avez la possibilité de revoir où est-ce que vous avez contacté des chauves-souris sur votre exploitation. Premier bilan de cet investissement des viticulteurs à l'échelle girondine, 147 propriétés, domaines, châteaux, appelez-les comme vous voulez, ont été participantes sur 1, 2 ou 3 années. Alors ça paraît pas beaucoup, 147 propriétés, mais c'est quand même presque finalement 2% des entreprises viticoles de Gironde, donc c'est finalement pas si mal. Ensemble, l'ensemble de ces viticulteurs, viticultrices ont parcouru de nuit 637 km en 238 heures d'écoute, ce qui fait presque de la LPO le premier coach sportif du monde viticole. Et rappelez-vous, une fois encore, de marche de nuit. Hein. Donc on est dans des conditions, pour certains, un peu hostiles. Quoi. Pour ceux qui ont peur des sangliers, des chauves-souris ou des fantômes, c'est pas toujours simple. Et grâce à ce gros investissement des viticulteurs, ils ont collecté collectivement presque 25 000 contacts de chauves-souris, ce qui est déjà une première information en soi, c'est que les vignes, les paysages viticoles sont pas des déserts chiroptérologiques. Il y a de l'activité, il y a de la vie la nuit dans les vignes. Non seulement il y a de l'activité, mais il y a de la richesse aussi, puisque collectivement, ils ont recensé 17 espèces de chauves-souris sur les 23 qu'on connaît actuellement en Gironde. Donc non seulement il y a de l'activité, mais il y a aussi de la richesse. Et d'ailleurs, certains comme Miguel ont eu la chance mais je déflore pas, peut-être que tu en parleras, ont eu le privilège d'avoir une espèce particulièrement emblématique. Et ces résultats-là, j'ai envie de dire, juste, entre guillemets, avec beaucoup d'énergie d'animation, mais que 8 tablettes qui ont circulé entre des groupes de viticulteurs constitués. C'est ça, c'est que aussi ils partageaient la tablette, donc ça c'est aussi un moyen de faire du lien entre les viticulteurs et j'imagine de discuter entre eux de ah et toi tes résultats, qu'est-ce que ça en a été, ah bah moi j'en ai plus, et de créer une forme de petite émulation entre les viticulteurs du même groupe. Oui, il y a eu un peu justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du projet, il y a eu des communautés qui se sont un peu créées, et puis les animateurs, enfin l'animateur que je suis en tout cas, a fait en sorte aussi qu'au moment des bilans un peu collectifs où on se réunissait, de faire monter un peu la sauce entre appellations ou entre groupes de façon à stimuler aussi un peu les envies. Est-ce qu'on arrive à faire le lien entre la détection des chauves-souris, les contacts et justement les aménagements paysagers oui. dans les parcelles viticoles? Alors c'est tout l'objet, c'est-à-dire que l'intérêt c'était que les viticulteurs soient sensibilisés, qu'ils aient une connaissance de ce qui se passe chez eux la nuit, mais c'était aussi que nous chercheurs, on ait accès à des données qu'on n'aurait pas eu tout seul, parce que clairement 238 heures d'écoute de nuit, tout seul avec mes petites jambes et mes petits bras et ma tablette. Ça fait cher le stagiaire, hein, même si on ne paye pas. Puis aucun stagiaire n'a été maltraité dans cette étude, donc vous pouvez y aller en confiance. Non, c'est que l'ensemble de ces données, elles ont été donc analysées à l'échelle individuelle pour des bilans pour chaque viticulteur, mais ensuite elles ont été mises au pot commun de façon à pouvoir faire une analyse plus globale. Et je vous affiche ici en primeur les résultats de l'excellent stage de Victoria, qui nous a fait un super boulot sur l'analyse et un premier pas, j'ai envie de dire, dans l'analyse des données collectées par les viticulteurs et les viticultrices. Et en gros, on se rend compte que
pour vous résumer les graphiques, c'est que plus vous allez déambuler à proximité de lisières forestières, de bâtis, ou que les haies qui constituent le pourtour de votre déambulation nocturne sont importantes, et plus vous multipliez vos chances de contact avec une chauve-souris. Donc en gros, ça donne déjà des premiers éléments du paysage qui semblent indispensables pour pouvoir augmenter l'activité des chauves-souris dans les vignes. Un petit témoignage du coup, Miguel qui reste sagement à côté depuis tout à l'heure. Et il est temps que je te présente Miguel Aguirre, qui est directeur de l'exploitation Château La Tour Blanche, qui est adossé à un lycée agricole du lycée agricole de Beaume. C'est un château qui s'inscrit dans une longue histoire d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, c'est un premier grand cru classé de Sauternes qui a été légué à l'État à la seule condition de voir mettre sur place une école de viticulture et énologie gratuite. Donc le château a 300 ans d'histoire, on est premier grand cru depuis 170 ans et une école depuis 110 ans. Donc une paille. Pourquoi vous êtes engagé dans cette démarche autour des chiroptères? Bon, disons que on est particulièrement sensible au sujet dans notre rôle aussi de transmission. On est engagé en agriculture biologique et puis on s'est rencontré avec Johan maintenant il y a pas loin de 5 ans autour d'un stage. Et naturellement, en fait, il y a une remise en question un peu permanente sur les nouvelles façons d'appréhender, en tout cas, notre milieu à nous, quoi. Avec un enjeu aussi sur les questions d'innovation de longue date, j'imagine que vous déployez des solutions de biocontrôle et ce type d'approche, et donc du coup de mieux connaître les auxiliaires de la vigne, on comprend bien que ça puisse vous intéresser, et puis surtout autour de ce ver de la grappe qui pose quelques soucis. Alors à Sauternes particulièrement, bon, on est dans un milieu naturellement déjà identifié comme fragile, le Ciron, la vallée du Ciron. Et où il y a plein de choses qui sont faites. Il y a toute la vallée du Ciron, c'est Natura 2000. Et c'est vrai que dans la lutte bio, on est un peu limité contre les vers de grappe. Donc déjà connaître un peu les outils. Cette année, la pression vers de grappe a été relativement monstrueuse. Et on s'aperçoit que voilà, les chauves-souris, elles ont de quoi manger, mais elles ont aussi quelques limites des fois. Ouais. Et ça pose pas mal de questionnements en fait au quotidien. Est-ce qu'il faut qu'on traite? Est-ce qu'il faut qu'on confuse? Mais si on confuse et si on traite, est-ce qu'on diminue? On parle de confusion sexuelle. Oui, confusion sexuelle. Ouais. Est-ce que si on commence à traiter, est-ce qu'on commence à, même si on est en bio, est-ce que du coup on va diminuer notre biodiversité? Comment on va l'impacter? C'est un peu schizophrénique aussi comme réflexion. De l'intérêt, encore une fois, de mieux comprendre quelle est la dynamique des populations sur vos parcelles. Comment vous êtes approprié du coup la démarche et l'outil, et puis qui a déployé ça concrètement sur le terrain? Qui s'est baladé la nuit dans les parcelles? Les stagiaires, c'est très bien. Voilà, on y revient. Non, on a été tous un peu participatifs là-dessus. On a un chef de culture aussi, moi-même. Je confirme que quand vous avez des enfants et que vous voulez sortir le chien, ça occupe beaucoup les enfants. Et c'est vrai qu'il y a un côté très ludique dans l'application. On a utilisé aussi l'application comme développement d'animation œnotouristique. On développe beaucoup à Sauternes ces aspects-là et à la Tour Blanche aussi. On fait des animations la nuit et mine de rien, ça fait remonter des données. Et en plus, vous gagnez de l'argent parce que vous faites payer le client. Mais ça c'est. Oui, j'imagine qu'ils dégustent aussi un peu et puis ils se baladent. Voilà, toujours. On récompense toujours, même les stagiaires. On n'est pas en train d'exploiter un touriste pour faire du relevé. Alors, quel est le terme génial? Chiroptéristique? Non, je sais pas. Il y avait la dynamique. Bref, un adjectif que j'ai trouvé génial. Mais revenons chez Miguel. Et qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Alors concrètement, déjà connaître les espèces. Bon, Yohann n'a pas voulu le dire, mais on a détecté la grande noctule qui a priori, si j'ai bien compris, parce que moi j'avais pas d'appétence particulière pour chauve-souris à part Batman, mais en tout cas la grande noctule qui est la plus grosse espèce, si je dis pas en taille d'Europe, on la trouve un peu dans le sud-ouest de la France, pas en Gironde, sauf à Sauternes. Et je ne sais pas si on a été les premiers à la Tour Blanche, mais bon, on était assez fiers de se dire bon, ben on a la plus grosse espèce de chauve-souris de Gironde. Ça se marquette sur une bouteille, ça, sur un millésime. On va faire une cuvée spéciale. Mais en tout cas, déjà c'est bête, mais on le savait pas. Ensuite, connaître les pipistrelles, bon, connaître toutes les espèces en général, sensibiliser nos équipes.
à savoir qu'on a ce genre d'espèces, sensibiliser nos élèves. Alors on s'est tous mis à faire auprès des élèves parce que c'est facile, des petits nichoirs à chauve-souris. Bon, ça très simple. Alors on a appris derrière que bon, on pouvait aller les visiter régulièrement. C'est pas pour ça qu'elles viendront. Mais il y a eu d'autres réflexions en fait indirectement. On a eu un travail par exemple d'isolement de toutes nos toitures et autres, et on s'est aperçu qu'en voulant en fait isoler et faire des économies d'énergie, ben on avait aussi limité un peu l'activité des chauves-souris. Donc on est un peu déçu dans l'absolu parce qu'elles sont plus là, mais au moins on le sait et sans s'en rendre compte en fait, de temps en temps en voulant bien faire, parce qu'aujourd'hui l'énergie coûte bien. Ben, on a peut-être mis à la porte quelques pipistrelles et quelques grandes noctules. Ouais, ça traduit bien un peu la complexité de ces enjeux écologiques. Et puis, encore une fois, il y a aussi l'idée, j'imagine, de positionner la connaissance de vos terroirs, de vos milieux, au cœur de votre démarche agroécologique. Oui, et de la partager plus largement, parce que bon, je crois que ça a créé aussi une émission. On était une dizaine de vignerons. Nous, on a été porteurs, on s'est centralisé parce que toujours la question du planning, qui, quand, point, bon, c'est pas simple. Dès qu'on est dans le participatif et le collectif, il y a toujours des mais qui s'installent les uns après les autres. Bon, nous, on a voulu porter la chose parce que, en tant que château-école, on trouvait pertinent de le porter. Mais ça permet aussi que quand on se revoit lors d'assemblée générale de l'ODG Sauternes, on rediscute, on en parle et on donne des informations à des vignerons qui auraient jamais imaginé ça, de se dire j'ai une grande noctule et c'est peut-être une marque de fabrique un peu différente à Sauternes. Quelles attentes aujourd'hui? Peut-être, bon, là on a eu en avant-première quelques résultats, mais savoir maintenant qu'est-ce que je fais de ça. Est-ce que j'enlève l'isolation de ma toiture qui m'a coûté 100 000 €? Mais est-ce que je mets des haies? Quel type de haies? Est-ce que je mets des arbres isolés? C'est vrai que bon, on s'aperçoit que la chauve-souris elle-même diminue pas le nombre de pontes. Est-ce que je me mets à traiter? Est-ce que je me mets à confuser? Quel est l'avenir et quelle est la viabilité économique de cette information? Parce que mine de rien, les choses se tendent au niveau viticulture. Comment en fait, en sachant continuer à exploiter le domaine, on diminue parce que je pense que malheureusement on impactera toujours le milieu, un peu moins en fait notre château. Johan, est-ce qu'on va avoir les réponses à ces questions? Et si oui, quand? Oui, alors la recherche, c'est un peu comme la viticulture, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on vendange les données, on les met en chai. Alors des chais, nous, c'est en général des disques durs. Et puis après, il y a la vinification qui peut être un peu longue. Là, vous avez eu presque le bourru, j'ai envie de dire. Vous avez eu la première étape du vin. Il nous reste encore pas mal de travail pour presser complètement toutes les données. Mais oui, l'objectif, il est bien là. Il est bien d'avoir des éléments de meilleure compréhension et puis des éléments de conseil, quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu la conclusion que j'aurais envie de faire, c'est que ce programme-là qui touche un peu à sa fin, en tout cas sur la partie terrain, moi, je suis assez enthousiaste de ces 3 années, quoi, parce que le bilan est pluriel. C'est-à-dire que ça a été du gagnant-gagnant-gagnant. Les premiers gagnants, à mon sens, ça a été les viticulteurs. On l'entend un peu avec l'expérience de Miguel, le retour d'expérience de Miguel. C'est que, d'une, ça permet de découvrir son exploitation de nuit. Et finalement, il n'y a pas tant de viticulteurs que ça qui se sont déjà promenés de nuit au milieu des vignes. Et puis, ça permet de mieux connaître son environnement, mieux connaître ce qu'on héberge, ce que grâce à son activité, on a comme biodiversité chez soi sur son exploitation. On connaît que une expérience sensible. C'est une expérience sensible qui peut être partagée en plus, et ça c'est plutôt chouette. Et puis on se rend compte qu'on n'a pas une chauve-souris, mais des chauves-souris, que la biodiversité est utile. Donc un cortège de connaissances et une sensibilité nouvelle. Et puis tu le disais très bien, des temps d'échange. Alors des temps d'échange entre vous, avec du coup des moments où on va parler chauve-souris, des moments où on va parler biodiversité, puis des moments où simplement, comme on se retrouve tous les ans, on parle aussi viticulture, problèmes dans l'approvisionnement des bouteilles, enfin. Et ça, c'est enrichissant et c'est nourrissant pour tout le monde. Et puis, certains, et ce n'était pas l'objectif au départ du programme, se sont appropriés l'outil de façon complémentaire. Ils ont participé au programme et puis, comme vous, en ont fait un objet œnotouristique, d'autres en ont fait un objet de cohésion familiale ou d'autres ont fait des soirées de team building avec leurs collaborateurs dans les vignes après ou avant un apéro. On conseillait plutôt avant l'apéro, pardon. Mais bon, bref.
En tout cas, a priori, le détecteur n'a encore pas servi d'éthylotest dans les vignes. Les deuxièmes gagnants, c'est les chercheurs et les chercheuses du programme, parce qu'on a, grâce à l'engagement des viticultrices et des viticulteurs, engrangé un nombre de données qu'à nous seuls, on n'aurait clairement pas pu aller collecter, sauf à plus dormir. Et c'est déjà un peu ce qu'on fait le reste de l'année. Donc c'était chouette d'avoir de l'aide là-dessus. C'est des nouveaux ressentis terrain aussi, parce que vous le savez tous, quand on est dans notre domaine professionnel, on a la tête dans le guidon, on a des réflexes, on a des automatismes, et puis il y a des questions naïves qu'on se pose plus. Et le fait d'avoir un regard extérieur de gens qui n'y connaissent rien aux chauves-souris, qui ne sont pas des chiroptérologues, eh ben, ça fait venir des nouvelles questions, et on se dit, mais oui, évidemment, pourquoi j'y ai pas pensé, ou pourquoi ça, je l'ai pas expliqué autrement, ou mieux. Évidemment, des nouvelles connaissances qui seront issues de l'analyse des données, des temps d'échange précieux, et alors c'était important pour les viticulteurs d'avoir des temps d'échange entre eux, mais pour nous, c'était aussi super important, parce qu'on s'est nourri d'échanges réciproques avec les professionnels. Et ça nous a permis de mieux comprendre aussi ce qu'était leur métier, ce que sont leurs contraintes, qu'on maîtrise pas, parce que nous, alors je vais pas dire au chaud dans nos labos, parce qu'on est loin d'être au chaud, on est régulièrement dehors, mais en tout cas, on n'a pas la connaissance de comment on fait du vin, et comment on produit du raisin, et quel enjeu il y a derrière. Et donc, ces échanges mutuels, ils permettent de mieux comprendre les contraintes des uns et des autres, et ça permet, j'espère, demain, d'avoir des éléments de conseil qui seront à la fois mieux adaptés au territoire, mieux adaptés aux chauves-souris grâce aux connaissances acquises, mais qui seront aussi des éléments de conseil applicables et réalistes en prenant compte des contraintes que vous avez, vous, professionnels. Et puis les derniers gagnants ou les dernières gagnantes, c'est les chauves-souris, parce qu'on a des nouvelles connaissances sur elles, sur leur répartition, sur leur mode de vie, sur leurs besoins. On peut imaginer que demain, il y aura des nouveaux aménagements dans les vignes pour elles, donc ça va augmenter le gîte et le couvert, donc ça c'est une super nouvelle pour le défenseur de la nature que je suis. Et puis, elles ont gagné des nouveaux protecteurs, parce qu'on a l'habitude de dire à la Ligue pour la protection des oiseaux qu'on ne protège que ce qu'on aime et qu'on aime que ce qu'on connaît. Et là, du coup, en impliquant les professionnels, on a des gens qui connaissent, peut-être même qui aiment maintenant les chauves-souris, et on est sûr que potentiellement, on a des nouveaux alliés dans la place pour aider ces animaux qui sont en voie de disparition. Et donc, plus qu'une pierre trois coups, grâce au numérique, on a réussi à faire finalement une tablette trois coups. Voilà. Super, merci beaucoup à tous les deux pour ces témoignages. Quelques courtes questions pendant que s'affichent les dessins de Sylvain. Comment on rejoint l'initiative? Est-ce que c'est trop tard? Ou est-ce qu'on peut continuer à faire des relevés terrain la nuit pour contacter des pipistrelles? Ouais. Alors à ce stade, j'ai pas d'élément de réponse. Le projet s'arrête en mars et les chauves-souris dorment jusqu'en mars. Donc ça va être financement dépendant. À ce stade, j'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est que j'ai un gros boulot d'analyse. Qui est là. Oui, voilà, il y a l'OFB, il y a la région, donc voilà, peut-être que ça sera l'occasion de discuter entre midi et deux. Donc non, à ce stade, j'ai pas d'éléments. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a plutôt bien marché. Nous, on est super contents de ce programme-là. À voir si les financeurs sont aussi enthousiastes que nous, mais si c'est le cas, peut-être qu'effectivement, il y aura une rallonge, il y aura une deuxième ou une troisième mi-temps à voir. On l'espère pour vous. Comment faire le lien entre le nombre de contacts et le nombre de chauves-souris présentes? Une question un peu plus technique. C'est impossible. C'est impossible parce que votre micro, il n'est pas sourd, mais il est aveugle. Et en gros, quand vous détectez un cri de chauve-souris ou plusieurs cris de chauve-souris, vous ne pouvez pas savoir si c'est la même qui tourne autour de vous ou si c'est plusieurs chauves-souris qui passent devant. Donc on est plutôt sur la diversité plutôt que sur l'abondance. Non, malgré tout, on n'est pas sur l'abondance, mais on est quand même sur des taux. On parle, nous, en termes dans les études sur les chauves-souris, on parle d'activité. Parce qu'en gros, si vous avez beaucoup d'activité, indépendamment du fait que vous ayez beaucoup d'individus ou pas beaucoup d'individus, si vous avez beaucoup d'activité, c'est que les chauves-souris ont une raison d'être là. C'est qu'en gros, elles ont de la nourriture. Ou alors, elles sont sur une route de vol. Donc, dans tous les cas, si vous avez beaucoup d'activité, indépendamment du nombre de chauves-souris que vous avez, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'intéressant et d'important à conserver pour elles. Et dernière question, est-ce qu'on peut envisager mettre plutôt un micro fixe plutôt qu'un micro baladeur? Oui, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre des protocoles plus scientifiques dont je vous parlais tout à l'heure. C'est hyper intéressant parce que ça permet de comparer des sites entre eux, parce qu'on va pouvoir enregistrer pendant toute la nuit au même endroit, et on va pouvoir comparer les choses. Par contre, on a une vision statique, et ça veut dire que pour avoir une vision plus dynamique à l'échelle du paysage, du rôle d'une haie, d'une mare, d'un bâti, à l'intérieur des vignes, il faudrait multiplier à l'envi ces enregistreurs-là, et d'une, ça a un coût d'achat, et puis de deux, c'est du temps homme derrière pour dépouiller les sons, les analyser et les identifier à l'échelle spécifique son par son. Donc, ça se fait après, voilà, en fonction du protocole et de la question à laquelle on veut répondre, on utilise l'un ou l'autre en fait.